Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 2 décembre 2022. Alors, ce que vous voyez, ce sont les livres de mon père et sa fameuse ceinture fléchée. Et nous avions organisé le 8 du 8 février au 28 février 2019, nous avions organisé une soirée hommage où nous avions reçu à l'atelier librairie quelques-uns de ses amis, des gens qui l'ont connu. Vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et pour l'occasion, j'avais installé ce... J'avais installé ce... Ouais, on va installer ça correctement. J'allais dire une sorte d'hôtel à sa... non pas à sa gloire, ni à sa mémoire, mais décidément. Bon, voilà. On va y arriver, on va y arriver. Alors, pour l'occasion, vous disais-je, nous avions organisé un espace où ces livres étaient exposés. Et depuis que j'ai appris son décès, il y a 2 semaines, ça n'a plus l'air d'un espace hommage, mais ça a plutôt l'air d'un hôtel funéraire. Et je ne sais plus si je dois démanteler cet espace ou le laisser tel quel pendant un certain temps. Ça me fait penser aussi à ce fameux film Les 400 coups de François Truffaut. Est-ce que le personnage principal s'appelait Antoine Doinel? Je pense que oui. Mais vous vous rappelez, c'est un jeune adolescent perturbé, révolté, en guerre contre sa famille. C'est toujours bon signe, un adolescent en guerre contre sa famille. Et qui crée un hôtel à la gloire d'un écrivain qui le vénérait, Honoré de Balzac. Et si ma mémoire est bonne, il avait installé autour de sa photo, la photo de Balzac, il avait installé des chandelles. Et l'une des chandelles a chuté et ça a failli mettre... En fait, son hôtel avait flambé et si ma mémoire est bonne toujours, ça avait failli flamber. Alors je suis resté marqué par cette scène des 400 coups de Truffaut, où un jeune homme brûle, c'est le moins qu'on puisse dire, d'une admiration illimitée pour une figure qui peut-être pouvait d'une certaine manière être une figure paternelle. Alors je ne voudrais pas non plus que cet espace que je vous ai montré devienne une sorte de culte rendu à mon père. Pendant un certain temps, sans doute, je vais laisser ça, mais je ne suis pas convaincu de la nécessité de poursuivre ça trop longtemps. Mais c'était un espace qui était créé pour mettre un certain nombre de livres exposés à la vue, provoquant le désir des clients. Alors sans doute la vidéo va être courte parce qu'on a encore hyper travaillé fort, Fabienne et moi. Nous avons nettoyé,
partout, reclassés, élagués, désherbés, disent mes amis français. Nous avons pas encore nettoyé les sols parce que nous avons déplacé beaucoup de poussière. Et en fait, nous souhaitons conclure cette année extrêmement, une année en fait turbulente, une année difficile, mais une année de combat, une année combative. On n'a rien cédé au cours de cette année. Les 6 premiers mois ont été calamiteux. Le chiffre d'affaires a battu de l'aile parce qu'il a fallu s'occuper de ma mère qui a eu une fin dramatique, comme vous le savez. Et après, nous avons pris que 5 jours de vacances en 2022. Et puis, il y a eu la magnifique expérience de Fabienne avec sa performance, sa tempéra, qui ne va pas cesser, cependant. Elle expose ses œuvres présentement à la galerie Va Savoir sur la rue Laurier-Est au 1656, la galerie de Franz Roussel. Alors, ces 27 ou 28 papiers sont exposés en cette galerie. Il y aura une dernière performance dimanche et l'expo en tant que telle, dans ce lieu, se terminera, mais à partir du 10 décembre, donc dans 6 jours, l'espace qu'elle a créé, Fabienne, se transformera en galerie. Et ça va durer du 10 décembre au 10 février. Alors, les quelques centaines de personnes qui ont assisté à la performance pourront de visu voir tout le processus du travail de Fabienne. De la première performance du 31 août jusqu'à la dernière, le 4 décembre. Alors donc, c'est une année où nous n'aurons rien cédé, en fait. Mais nous escomptons, nous espérons que l'année 2023 se déroulera, en fait, sous de meilleurs auspices. Il y a mon ami David Giroux, qui se reconnaîtra sans doute, qui est très curieux de savoir ce que j'ai pensé du quarto consacré à Régent Ducharme. Je me le suis procuré ce soir, je ne l'ai pas encore déballé, je ne l'ai pas retiré de son plastique. Et d'emblée, il me semble magnifique. Alors j'ai plutôt un préjugé favorable. J'ai raconté sur ma page Facebook ce que m'avait raconté Stéphane, qui peut-être écoutera cette vidéo, qu'il était natif du même village que Régent Ducharme. Et j'avais écrit que Ducharme, sa sœur, s'était suicidée, ainsi que son père. Et semble-t-il, c'est confirmé dans ce quarto. Et à l'époque, il y a 1 an et demi, je pense. De toute façon, je vais partager en note de bas d'écran ce commentaire. Ça avait quand même fait pas mal réagir sur ma page. Les gens étaient assez interloqués de connaître cette histoire, qui était peut-être d'une certaine manière de notoriété publique. Mais beaucoup de gens respectaient l'anonymat voulu de Régent Ducharme. Pour ma part, pendant des années, je pense que ce pugilat n'existe plus, mais on a beaucoup mis en affrontement. On a beaucoup confronté le travail d'Hubert Aquin et de Régent Ducharme. On les a opposés. Je me souviens, il y avait une autrice, je pense que son titre c'était Juré craché. Le livre m'avait modérément plu, qui comparait les 2 auteurs et avait un net préjugé, en fait, avait un parti pris, parce qu'un préjugé, c'est préjugé de, et il ne faut pas préjuger de, avait donc un net parti pris à l'égard d'Hubert Aquin.
Mais pour ma part, je les ai toujours aimés pareillement, pour des raisons tout à fait différentes. Mais j'ai été mis plutôt en présence de l'œuvre de Régent Ducharme à cause des chansons de Robert Charlebois. C'est par Charlebois que j'ai découvert Régent Ducharme. Plus tard, j'ai lu ses romans, mais j'ai lu Hubert Aquin avant Régent Ducharme et j'ai aimé Régent Ducharme avant Hubert Aquin. Et d'une certaine manière, ce quarto, qui me semble en tout cas magnifique, avec des documents inédits, des photos qu'on n'a jamais vues. En fait, on a l'impression soudainement que Ducharme se révèle à nous. Une sorte d'épiphanie ducharmienne. Mais voilà. J'ai raconté aussi que j'avais été chez lui, mais je n'avais pas... en fait, il avait gagné le prix Corbeil avec ce prix doté d'une bourse de 100 000 $. Il avait acheté un duplex ou un triplex dans la petite Bourgogne. Et j'avais acheté des tableaux, j'avais acheté des trophées, là, par l'entremise de sa compagne, Claire Richard. Et les tableaux étaient dans un des appartements désertés. Et à l'étage supérieur, je pouvais entendre les pas de Régent Ducharme. Alors je pourrais dire que oui, je l'ai vu aussi une fois sur la rue. J'étais en présence de quelqu'un qui l'avait bien connu et qui m'avait indiqué, voilà, c'est lui, marchant sur la rue Sainte-Catherine. Un inlassable marcheur. Quelqu'un qui arpentait la ville, en tout cas, son quartier, en fait, qui l'arpentait inlassablement à la recherche d'objets pour fabriquer ces trophées. Il y a d'ailleurs Franz Roussel, le galeriste de la galerie Va savoir, tiré d'un roman de Régent Ducharme, souhaite exposer des trophées. Alors moi, j'ai consenti à lui prêter les miens. Et je vais regarder autour de moi, voir les gens qui peuvent en posséder. Il y a quelqu'un que je connais qui a une lettre, qui avait envoyé, une lettre de Ducharme. C'est plutôt rare dans notre marché d'experts de papier et de livreurs. Ça avait fait un petit effet. Une lettre envoyée à... Est-ce que c'est l'autrice... est-ce que c'est Dominique Arsan qui avait écrit... Pauline Réage, c'était pas son vrai nom, Histoire d'eau. Est-ce que c'était Dominique Horry? En fait, bref, Ducharme avait envoyé une lettre à l'autrice d'Histoire d'eau. Et cette lettre-là avait été quand même offerte à un prix par un des confrères libraires, à un prix assez élevé. Et finalement, c'est quelqu'un que je connais qui s'était porté acquéreur de la lettre. Peut-être consentirait-il à la prêter pour l'expo que souhaite organiser Franz Roussel. Alors voilà, mais je vais vous reparler de ce volume, de ce fort volume qui contient les 8 romans que Régent Ducharme a écrits. On se rappelle aussi que les derniers Va savoir, aux gros mots, n'avaient pas eu la faveur des critiques. On avait jugé que c'était peut-être des fonds de tiroir. Mais j'aurais envie de dire, la critique, là, faut pas trop s'occuper de ça. En fait, j'aurais envie de dire, il faut pas s'en occuper du tout. Et il faut pouvoir faire à sa tête, il faut être soi-même son propre juge, son propre critique. Alors c'est tout pour ce soir. Vidéo un peu décousue, mais
brasser de la poussière, soulever des moutons, des mousses, un peu partout. Alors c'est sûr, Fabienne, ces jours derniers, m'a fait beaucoup penser à Marlène Jobert on va rester dans les références cinématographiques, m'a fait beaucoup penser à Marlène Jobert dans Alexandre le Bienheureux. Alors, il réussit, Alexandre Bienheureux, bien, Bienheureux, à, non pas à séduire par sa langueur, cette magnifique Marlène, mais elle tombe amoureuse de lui et de son mode de vie, jugé extrêmement poétique, et en plus, il a la faveur de déplaire aux habitants du village qui sont industrieux, qui sont des bosseux, qui n'hésitent pas à travailler sans relâche. Et elle le trouve, ça lui plaît qu'il aille dans le sens courant, dans le sens à contre-courant des villageois. Mais, tant et si bien, entre eux débute une histoire amoureuse et elle n'a pas fait de le mettre, de tenter de le mettre au boulot. Et Alexandre de Bienheureux, eh bien, devient un peu moins bienheureux. Ce qui n'est pas mon cas. Je suis content de voir, mais Fabienne, c'est une sacrée bosseuse. Puis moi, j'ai un côté quand même. J'ai un côté dilettante. Mais j'ai travaillé très fort pour arriver à ce dilettantisme supérieur. Ce n'est pas sans effort soutenu qu'on parvient à cet amateurisme de pointe. Voilà. Que d'efforts faits pour demeurer un aimable amateur. À demain.